Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 116. Et dans cette chronique, je devrais expliquer d'une manière générale ce que peut être réellement, je dirais, les différents courants de pensée du marxisme. Précisément en Europe, bien entendu, Europe du Nord comme Europe de l'Est. Et je vais, bien entendu, d'une façon succincte, parler de ce marxisme à, je dirais, à multiples formes, et dont certains se font fiers, peut-être par ignorance et manque de connaissances, d'en réduire finalement sa complexité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette doctrine, qui est en réalité plus qu'une simple doctrine sociale ou philosophique, et sur ça, effectivement, les détracteurs, j'arrive à être d'accord avec eux, puisqu'on la définit souvent comme une conception d'ensemble du monde, une sorte de vision générale, globale, qui a donné naissance, n'oublions pas, à une littérature très abondante, et même tous les jours paraissent de nouveaux livres sur l'analyse du marxisme et sa réintroduction dans un monde de plus en plus injuste. Bien entendu, on ne compte plus les articles de presse anti, pour, pro ou critiques sur les problèmes d'actualité que soulèvent ces principes et leur application pratique. Mais, soyons honnêtes, les ouvrages sur le marxisme ne traitent dans leur presque totalité, je dirais, qu'un seul ou quelques-uns de ces multiples aspects théoriques ou pratiques. Et bien entendu, tout individu n'ayant pas la connaissance tombe facilement dans ce qu'on appelle la caricature. Alors, soit la biographie d'un ou de certains penseurs se rattachant, je dirais, à cette école, à Marx, Engels, Plekhanov, Lénine ou Rosa Luxembourg, Mao Tse-tung, etc., la liste serait longue et fastidieuse, ou soit par l'apport doctrinal d'un ou de certains de ces penseurs, ou soit des théories émises par un ou plusieurs penseurs sur une ou certaines disciplines, entre guillemets scientifiques, philosophie, sociologie, économie politique, linguistique, etc., car la liste serait longue. Alors, pour essayer de comprendre qu'est-ce que est réellement le marxisme dans toutes ses combinaisons, sans pour autant trahir l'idée, on peut, je dirais, dire que les quelques rarissimes ouvrages de synthèse ont été établis principalement, je dirais, par des groupes de savants soviétiques de par le passé, et citons par exemple les diverses éditions du manuel d'économie politique de l'Académie des sciences de Moscou, qui aujourd'hui sont en train de refaire des recherches sur ce qui n'a effectivement pas fonctionné dans l'économie de l'URSS. Et pour l'ensemble, je dirais même des théories économiques et surtout les principes du marxisme léniniste, donc on y impose effectivement un nouveau penseur à Marx, qui est Lénine, qui finalement au fond avait pour volonté de créer un État moderne, ce que Marx n'avait pas prétention à faire. Je vous renvoie à cet ouvrage très intéressant qui s'intitule L'État et la Révolution, et donc dont le but est, selon ces auteurs, tous des savants bien entendu soviétiques, de présenter un seul livre et l'ensemble des thèses, je dirais, fondamentales du marxisme-léniniste. Alors, comment essayer de développer d'une façon, je dirais, réduite et d'une façon résumée, essentiellement, je dirais, en rentrant dans l'essentiel des thèses philosophiques, de la sociologie, de l'économie, de la tactique des mouvements communistes internationaux, et finalement, comment essayer de traduire les nombreuses sélections sur les différentes thèses de par le monde qui ont été développées largement, et celles qui leur sembleraient les plus importantes et qui, à mon sens, dans cet audio, seraient les plus intéressantes.
On peut même considérer que certaines autres thèses mineures, tout au moins pour leur dimension de l'ouvrage, thèses sur la critique de la religion, sur la morale, la linguistique, également, sans oublier la littérature, l'art, la criminalité, la sexualité, la famille, bref, tout ce qui finalement, au fond, regarde dans sa quotidiennité la responsabilité de l'individu. Alors, si on peut survoler un petit peu tous ces développements philosophiques et sociologiques et économiques, même tactiques, qui forment, je dirais, la structure et la substance de ces différentes thèses, qui pour certains paraissent extrêmement claires et pour d'autres obscures. Il en est même pour les biographies des principaux théoriciens de la chronologie de leurs œuvres principales. N'oublions pas bien entendu que l'apport doctrinal de chacun, les critiques adressées, je dirais, à chaque thèse et les tentatives néanmoins éventuelles de modification et de révision ou les développements ultérieurs sont extrêmement intéressantes, puisqu'il y a effectivement aussi bien des révisionnistes du communisme, comme il y a ce qu'on appelle des léninistes purs et durs, des marxistes, des socialistes libertaires. Bien entendu, cela serait fastidieux d'énumérer finalement au fond tout ce qui a pu donner comme forme d'influence à travers cet outil d'analyse politique. Alors en définitive, celui qui veut connaître, apprendre, comprendre, je dirais même de juger le marxisme, se trouve d'une manière générale en face d'une immensité d'ouvrages, désormais d'inégale valeur et d'importance, et s'il n'est pas guidé par, je dirais, un spécialiste ou quelqu'un qui est, à mon sens, très averti, avisé, il risque de perdre un temps énorme dans des ouvrages d'intérêt secondaire ou partiels, voire même, je dirais, trop complexes, qui sont laissés, je dirais, à l'œuvre de certaines querelles, avant de parvenir, je dirais même, au but qu'il s'était fixé initialement et qui peut aller de la simple prise de connaissance des thèses essentielles jusqu'à, je dirais, la spécialité la plus poussée sur tel ou tel auteur ou tel problème. Alors pourquoi je fais cet audio? C'est une manière de répondre aussi à ces quelques anti-marxistes primaires, ne connaissant absolument pas toutes les œuvres et les mécanismes extrêmement complexes qui ont été produites depuis un siècle et dont les connaissances sont extrêmement dépouillées, étudiées jusqu'au FMI, jusqu'aux experts de la Banque mondiale internationale, et dont on peut le voir aujourd'hui, Marx suscite encore, je dirais, un certain intérêt. Alors la connaissance totale du marxisme, son encyclopédie d'une manière générale, supposerait la réalisation du gigantesque travail et suivant de ce qu'on pourrait qualifier comme un inventaire des écrits, des documents sur, je dirais, sur de base du marxisme, puisque restons ce que j'appelle dans ce qu'on appelle les pères fondateurs et les écrits principiels. Et ce travail d'inventaire peut être compris dans le sens large. Inventaire de tous les écrits et documents traitant du marxisme, quelle que soit bien entendu l'opinion des auteurs, hein, comme je viens de le citer, marxistes, révisionnistes, même libéraux qui, pour certains, même des capitalistes, ont eu recours à certaines analyses marxistes. D'autre part, nous avons l'inventaire des écrits des précurseurs du marxisme. Alors, je voudrais préciser que, c'est-à-dire des savants qui, par leurs travaux, je dirais scientifiques, ont contribué à la naissance ou au développement ultérieur de certaines thèses marxistes. C'est en cela que finalement, aujourd'hui, cela manque cruellement. Et ce développement des thèses marxistes, par exemple les précurseurs, je dirais, du socialisme, hein, Platon, Gracchus, Babeuf, Saint-Simon, les philosophes français du XVIIIe siècle ou allemands du XIXe. Nous avons également Diderot, Helvétius, Hegel, Feuerbach, les biologistes, sans oublier bien entendu ceux-là, qui sont les biologistes évolutionnistes, hein, Lamarck, Darwin et Mendel. Donc nous avons fait un petit peu un protéiforme, d'une façon globale, un inventaire des écrits et des documents permettant, je dirais, de retracer
la vie et sommairement, d'une façon extrêmement résumée, le cadre économique, politique, social, intellectuel dans lequel a écrit chacun de ces auteurs. Alors pour les écrits non anonymes, l'indispensable sélection des auteurs pose, je dirais même au départ, un problème pratique assez délicat, n'ayons pas peur de le dire, qui peut être résolu en affectant à chacun un coefficient d'importance, c'est-à-dire parfois en les répartissant en 5, 6 ou 7 ou 10 même catégories, ou plus en fonction du nombre des volumes écrits et de leur valeur, de leur notoriété, de leur influence historique, et également de l'importance du personnage. Est-il un acteur direct ou est-il simplement un théoricien n'ayant finalement au fond aucune responsabilité politique? Alors la classification des écrits et des documents de base sur le marxisme, on peut distinguer les écrits et documents biographiques et les écrits, bien entendu, les fondamentaux, ce que je qualifierais de documents doctrinaux et critiques. Nous avons premièrement la classification des écrits et des documents biographiques. Elle devra, à mon sens, se faire évidemment par auteur concerné. L'ensemble des documents permettra de reconstituer, je dirais, le plus fidèlement et le plus complètement possible la vie de chacun et à titre documentaire, son cadre économique, politique, social, intellectuel, professionnel, etc. Parce que tout dépend après des priorités. Alors je tiens à préciser que c'est exactement le même cadre d'études et de recherche que nous pouvons trouver également dans les écoles du capitalisme ou les écoles du libéralisme. Car il y a autant de penseurs intéressants que de penseurs contradictoires, même dans les écoles que je dirais les écoles du libéralisme ou les écoles du capitalisme. Ceci étant, n'oublions pas que la classification des écrits et des documents doctrinaux et critiques peuvent être effectués soit chronologiquement, soit par auteur, et pour chacun chronologiquement ou par matière. Bon, soit par matière et pour chacune, je dirais chronologiquement, par auteur. Alors, les classifications chronologiques ou par auteur ne se posent, je dirais, aucun problème complexe. Par contre, là où ça devient effectivement un peu délicat, ce que je pourrais qualifier comme la classification par matière soulève de délicats problèmes pratiques. Bon, à savoir inventaire et sélection des diverses matières ou disciplines traitées par le marxisme, telles que par exemple la philosophie, en constante évolution, en fonction des époques et en fonction de l'évolution de l'individu, la sociologie à l'identique, l'économie, est-ce qu'elle fonctionne ou ne fonctionne pas, ou quelles sont les mesures qui lui sont administrées, la politique également. Alors, tout cela, bien entendu, concourt à une affectation des divers textes à chaque matière, et cette affectation, je dirais, n'est pas toujours facile, reconnaissons-le, car certains textes peuvent relever, je dirais, de 2 ou plusieurs matières à la fois, puisque, comme je l'ai expliqué, quand on fait de la philosophie politique, on touche forcément du domaine de l'économie, de la sociologie, du domaine de l'éthique, du domaine également de l'art, de l'esthétique. Donc tout cela, finalement, au fond, concourt à une, je dirais, complexité pluridisciplinaire. Bon, c'est ce qu'on pourrait appeler, je dirais, l'influence de plusieurs matières à la fois. Alors si l'on veut être complet, il y a donc des risques de double emploi. C'est une des raisons pourquoi il est très intéressant de présenter d'une façon pratique et de diffuser des écrits et des documents de base, je dis bien de base sur le marxisme. Alors, soyons honnêtes, pratiquement un tel travail se matérialiserait à l'heure actuelle par des milliers de volumes. Et une vie ne serait peut-être pas assez importante pour pouvoir en arriver au bout. Mais nous avons, par la classification la plus pratique, je dirais, serait la classification par auteur et de tous les documents qui retraceront la vie et les écrits par ordre chronologique de ces mêmes auteurs. Prenons un cas d'exemple. Pour Lénine, les documents de base seraient basés sur ces 47 ouvrages et formés d'une part par tous les écrits et documents sur la vie et d'autre part par tous ces écrits. Je dirais même que ces derniers sont d'ailleurs en cours de publication intégrale, comme Marx, aujourd'hui on est encore en train de traduire les écrits de 1848 et de 1843, et ces dernières sont d'ailleurs, je dirais, en cours de publication. Bon.
Apparemment, rien n'y manque, hein, même pas les lettres de famille mentionnées sur un auteur, bien entendu, sélectionné, par exemple une sorte de biographie de Lénine, écrite par un auteur sympathisant ou non. Là n'est pas le problème. L'ouvrage devra, pour s'en tenir rigoureusement aux principes, je dirais que je viens de citer, éviter les doubles emplois, figurer sous le nom de celui qui l'a écrit parmi ses œuvres. Mais ce titre, je dirais, et son éditeur devront figurer parmi l'inventaire des documents concernant la vie de celui-ci, qui en est, je dirais, le principal sujet. Bien entendu, cela n'est pas une interprétation, ce n'est que finalement d'énumérer des faits. Après, l'interprétation vient également dans un autre domaine. Bon, qu'on soit critique, partisan ou neutre. Alors il serait par contre d'un intérêt presque nul pour tous les autres, je dirais, ceux qui ne désirent pas étudier le marxisme par exemple, que de développer, de compléter leurs connaissances personnelles dans le domaine de la philosophie, de la sociologie, de l'économie, ou même de la religion, ou même, je dirais, des différents concepts révolutionnaires, et dans un dessin pratique ou simplement pour, je dirais, une culture générale ou un module complémentaire. Alors, on en arrive au point fatidique, c'est alors qu'on peut concevoir à partir d'une somme du marxisme en milliers de volumes des ouvrages de plus en plus restreints présentant le marxisme euh, dans différents volumes. Tout ça, bien entendu, pour essayer de regrouper, de synthétiser des volumes qui peuvent atteindre le nombre de 30 en 1 ou 5 ou 3 ou 2 volumes dans un premier temps. Alors le plan le plus rationnel de chacun de ces ouvrages, l'importance des études consacrées à chaque auteur, bien chaque matière devrait être alors calculée en fonction des dimensions de chacun d'eux. En ce qui concerne le plan de tel ouvrage, la notion de discipline étudiée, avec un sens, je dirais, très pointu de l'organisation. Tout premièrement, la philosophie, puisque c'est le premier concept, ensuite la sociologie, l'économie et le politique. Bon, cela bien entendu l'emporterait de plus en plus sur celle de l'auteur. Au fur et à mesure, je dirais que même les dimensions se réduiraient, c'est pourquoi dans l'ouvrage des principes, je dirais, qu'on pourrait qualifier d'une manière générale comme étant les principes du marxisme et des différentes conceptions du socialisme héritées de celui-ci, qui relèvent de la catégorie, je dirais, d'une sorte de vulgarisation de l'ensemble de la doctrine, en y mettant bien entendu les grandes lignes. Et ainsi, on pourrait exposer de façon exclusive et fondée sur des différentes disciplines que nous avons étudiées. Bon. Alors, il y a plusieurs aspects qu'il faut prendre en compte. Premièrement, c'est l'aspect historique, donc la biographie, la chronologie, le contenu, je dirais même, des œuvres principales, qu'on pourrait qualifier effectivement d'apports personnels de chacun principaux des théoriciens du marxisme, accessoirement leurs précurseurs, et même de leurs adversaires et de leur discipline, car n'oublions pas qu'il y a des socialistes qui se réclamaient étant non-marxistes, pas non-marxiste comme le précisait Marx en disant que je ne suis pas marxiste, mais non-marxiste en rejetant absolument les idées de Marx pour des raisons tout à fait personnelles, telles que par exemple Joseph Proudhon ou Georges Sorel, qui étaient en conflit. Alors bien sûr, il y a ce que j'appelle des analyses communes, mais après, ils s'en détachent effectivement des aspects tout à fait contraires ou des aspects différents. Ensuite, nous avons dans son aspect doctrinal les thèses principales du marxisme, dans toutes les disciplines qu'il étudie. Bon. Et je pourrais même en dénombrer, je dirais, une quinzaine, allant de la philosophie à la linguistique, de la sociologie à l'économie politique ou à la morale. Également dans son aspect critique, qui est un aspect fondamental, puisque c'est, comme dit le terme grec, critikos, analyse positive, contradiction et surtout les nuances, les différents auteurs marxistes, confrontation de certaines prévisions avec la réalité qui leur fait suite, et des objections, voire même des réserves et des jugements portés sur les thèses principales du marxisme et ses critiques et les valeurs de jugement inhérents à l'époque dans laquelle vivait finalement au fond l'auteur vis-à-vis de la société et vis-à-vis de la praxis. Alors, effectivement, ce qui a été valable à une certaine époque est peut-être aujourd'hui complètement désuet, mais qui demande justement une certaine connaissance, un certain génie pour pouvoir
faire une sorte de mise à jour ou un développement au goût du jour par rapport aux nouveaux enjeux. Alors, n'oublions pas qu'une telle analyse, heu, aujourd'hui, est difficile et je ne pense pas que certains ont fait ce genre de travail, à ma pour ça de ma connaissance. Or, il serait très utile et considérable que dans la plupart des pays, de l'Occident, par exemple, à part quelques spécialistes ou quelques responsables, entre guillemets, de courants marxistes universitaires, l'immense majorité de la population, y compris sa partie cultivée, non seulement ne sait pratiquement rien sur les principaux théoriciens du marxisme, mais sur leurs thèses, mais souvent malheureusement sont pénétrés d'idées absolument fausses à ce sujet, assimilant le marxisme à l'islamisme, à la gauche bobo, au mantra LGBT, enfin tout et n'importe quoi. Et c'est à mon sens un indice qui est extrêmement probant. Alors, le but, en fait, c'est d'essayer de resynthétiser à travers les enseignements de base, de présenter très facilement, je dirais, une sorte de conception assimilable à l'essentiel des grandes idées, des grandes lignes, considérées comme dans son aspect historique, comme dans son aspect doctrinal. C'est là, effectivement, que souvent l'ignorance se cache. Alors, comment essayer de définir finalement au fond l'aspect historique du marxisme? Car par expérience personnelle, j'estime que on peut vraiment ne pas comprendre le marxisme dans son ensemble que lorsqu'on a étudié, je dirais, la genèse de ces grandes thèses, c'est-à-dire la personnalité des hommes qui les ont pensés ou critiqués et les problèmes qui se posaient à eux, et la chronologie, le contenu et l'apport de chacune des œuvres, je dirais, principales. Alors une fois fait, si on peut considérer que cela s'impose donc, et qu'effectivement il doit y avoir un plan fondé sur des différents penseurs, différentes, je dirais, euh, synthétisations des idées communes, et ensuite quelles sont les idées qui sont oxymoriques ou qui s'opposent, et qui se sont, je dirais, pour chacune des œuvres, qui ont été écrites dans un ordre chronologique avec l'évolution, bien entendu, des années, de l'époque et de la situation du moment. Alors l'importance de chaque étude biographique sera fonction, je dirais, de l'importance historique ou doctrinale du personnage qui en est le sujet, je dirais, sans qu'un prétexte soit jeté l'exclusif contre tel ou tel auteur. La rationalité, l'objectivité et l'honnêteté est un des fondements, je dirais, éthique dans le comportement de l'étude. Alors si on veut garder, je dirais, un caractère encyclopédique et impartial de tout auteur, il faut contribuer d'une manière notable à une certaine formation, au développement ou à la critique du marxisme orthodoxe comme ce qui a pu fonctionner, ne pas fonctionner, et fera bien entendu l'objet d'une étude approfondie et dont les détracteurs auront les mêmes connaissances. C'est pour ça qu'il est important d'étudier aussi bien Marx que Proudhon, Lénine que Bernstein, Staline, Trotsky, Tito, Gillas, Mao Tse-tung, Khrouchtchev, pour bien comprendre quelles sont les erreurs qu'ils ont, je dirais, effectuées et quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées en leur temps. Alors, en définitive, pour conclusion, je dirais que nous sommes en effet dans un constat où je dirais l'hypothèse que le lecteur, d'une manière générale, ayant une approche un peu non synthétique d'une présentation apologétique de telle ou telle tendance du marxisme, mais une vue importante de lui donner ce que j'appelle une vision impartiale et exempte de tout qualificatif péjoratif, réducteur, caricatural sur la personnalité, la vue, les œuvres des principaux penseurs marxistes qui ont médité et écrit à propos du marxisme. Bon, il est important que celui qui en fait l'analyse ou celui qui en fait les critiques doit juger et ainsi, je dirais, avoir les thèses et les tendances qui lui semblent les plus justifiées, ou je dirais dans le passé, dans le présent, et qui lui apporteront par une certaine connaissance critique ou partisane, et que les choses finalement soient plus fructueuses pour l'avenir. Alors il faut approfondir
les connaissances sur un auteur. Il faut faire suivre chaque chapitre d'une notice de biographie, indiquant que finalement, au fond, les ouvrages les plus importants sur la vie de tel ou tel auteur, rédigés par des tiers, n'en garder finalement au fond que les fondements, je dirais, les fondements intéressants, et dont effectivement on pourrait, je dirais, énumérer, extraire, et de ce qui peut se traduire à travers une étude consacrée. Et donc en résumé, je dirais qu'il est important d'offrir aux détracteurs, aux lecteurs, ou même à celui qui débat, des points de vue sur les principaux, je dirais, auteurs marxistes, précurseurs, adeptes, sympathisants ou adversaires, et sur le contenu de la valeur et l'importance des œuvres principales. Alors cela, bien entendu, vous allez me dire, mais pourquoi fait-il cet audio? C'est important, justement, j'en ai parlé souvent, que quand on parle d'une idée, qu'on parle d'un principe ou d'une règle, il est important d'en connaître son mécanisme et effectivement ses subtilités. Et il est toujours très difficile de parler avec des gens qui ont tendance à avoir ce que j'appelle des slogans de la communication et certainement pas des connaissances profondes, que ce soit même dans le domaine du capitalisme comme dans le domaine du marxisme. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je ferai d'autres travaux sur le marxisme et sur les différents penseurs également à venir, un audio sur le socialisme en Angleterre, bien que effectivement Marx a écrit une bonne partie de ses œuvres là-bas, mais le socialisme n'a pas beaucoup pris en Angleterre et j'en expliquerai le pourquoi du comment. Et cela fera partie d'un audio prochain. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine chronique. Merci à vous.